d'applaudissements. Bonjour. Je vais vous présenter un problème de synchronisation des accès concurrents à un fichier. Problème qui va en fait me servir de prétexte pour parler de comment je conçois en Rust des abstractions qui manipulent les fichiers, donc en aidant du système de type, évidemment. Donc le problème est le suivant. Donc, ce que j'appelle file locking dans mon titre, c'est un protocole coopératif entre des processus indépendants ou des threads d'un même processus pour synchroniser les accès concurrents aussi bien en lecture et en écriture à un même fichier, donc sans que tout le monde ne se marche dessus. C'est-à-dire que les readers ne doivent pas observer d'update partiel, et de même un writer ne doit pas écraser sans faire exprès la modification d'un autre writer. Donc essentiellement, c'est ce qui ressemblerait à un mutex pour un WLOG ou tout autre type de log pour de la mémoire normale, mais ici ce serait sur des fichiers. Et comme ça n'existe pas vraiment les logs obligatoires sur les fichiers, voilà, on se contente d'un protocole coopératif, c'est-à-dire que pour que ça marche, tout le monde doit respecter ce protocole. Donc, j'ajoute la contrainte supplémentaire que mon protocole doit marcher sur un serveur de fichiers en réseau utilisant le protocole NFS. Donc, NFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui permet de monter un serveur de fichiers en réseau sur sa machine. Et le serveur de fichiers se comporte comme une extension du file system. En quelque sorte, on peut faire des opérations sur les fichiers, faire des ls, écrire, etc. Et le kernel va traduire automatiquement, de manière transparente, les opérations d'IO en opérations réseau. Ça fait que du point de vue de l'utilisateur, on ne se rend pas compte que les fichiers sont hébergés en fait à distance. Et alors c'est important pour le problème parce que si on regarde les primitives qui sont fournies par un OS de type Unix pour faire exactement ce que je dis, c'est-à-dire du file locking, il y en a deux en fait. La première qui sont les advisory logs POSIX, qui ont beaucoup de problèmes de design, donc qui sont assez peu recommandés, à vrai dire. La deuxième qui est le plus utilisée, qui est héritée de BSD et qui existe aussi sur Linux, qui s'appelle flock. C'est en général ce qui est utilisé. Typiquement, c'est ce que le Cargo, le package manager de Rust, utilise pour synchroniser les accès à ses registres internes, dans le cas où il y a plusieurs instances indépendantes de Cargo qui pourraient tourner en même temps et modifier les registres. Le problème de ces deux API de haut niveau, c'est qu'elles ne marchent pas sur un serveur NFS. Voilà. La deuxième, c'est pour Flock, c'est de notoriété publique. La première, disons qu'elle est théoriquement supportée par le protocole, mais en pratique, toutes les implémentations sont buggées. Vous pouvez regarder, vous pouvez demander aux développeurs de SQLite qui utilisent les POSIX Advisory Logs, ils ont beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Donc, ça veut dire que pour résoudre mon problème à moi, il faut que je descende un peu plus bas. Il faut que j'utilise des primitives un petit peu plus bas niveau qui ont l'air en tout cas d'être atomiques du point de vue du CLI. Donc, la plus connue, c'est la création de fichiers en mode exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux créer un fichier à un chemin donné, un chemin A, si je choisis le mode exclusif, quand j'essaie de créer mon fichier, si le fichier existe déjà, la création échoue. Donc, pourquoi c'est un mécanisme de synchronisation? C'est si j'ai deux personnes qui essayent de créer en même temps un même fichier à un chemin A, ben, il n'y en a qu'un seul des deux qui peut vérifier. Donc, avec ça, on peut implémenter un système j'appelle de log file. C'est typiquement si je veux protéger les accès à un fichier file, eh bien, avant toute chose, j'essaie de créer en mode exclusif un fichier de log à côté file.log, par exemple. Si j'y arrive, très bien, je peux faire mon opération de lecture, je peux modifier le fichier, etc. Puis quand j'ai fini, je remove le log. Et si j'y arrive pas, bah, j'attends. Voilà, j'attends un peu. Ça veut dire que quelqu'un a créé le fichier de log avant moi. J'attends qu'il le supprime, qu'il ait fini, et puis je réessaye. Dans la même veine, on a link. Donc link, c'est quoi? C'est pour les hard links. Hein. C'est-à-dire qu'on a un chemin A, qu'on crée un hard link vers un chemin B, et bien on a deux chemins, le chemin A et B, qui pointent vers le même fichier physique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra supprimer les deux chemins pour supprimer le fichier physique sous-jacent. Link fonctionne de la même manière. Si j'essaie de faire un link vers un chemin B, ça ne réussit que si le chemin B n'existe pas déjà. Donc, on peut
faire la même petite danse, au lieu de créer le fichier de log directement, ici on commence par créer un fichier temporaire avec un nom unique, donc randomisé pour faire en sorte qu'il ne clash avec aucun fichier existant. Et ensuite, en deuxième étape, on essaie de le linker vers le nouveau chemin file.log. Si on a réussi, c'est qu'on a réussi à acquérir le log, sinon on attend un petit peu. Donc voilà, ça c'est les techniques assez classiques. Je pense que pas mal d'entre vous peut-être ont déjà rencontré une erreur du genre oui, machin.loc est encore là, vous avez vérifié s'il n'y a pas une autre instance du process qui tourne, et en fait il n'y a pas d'autre instance du process qui tourne. Voilà, le problème de ce système de log file, c'est que si un process meurt juste après avoir écrit le log, mais avant de l'avoir supprimé, eh bien ça bloque tout le monde. Et de façon similaire, il n'y a pas de mécanisme pour savoir quand un log a été libéré. On est obligé d'attendre 1, 3, 5 minutes, de vérifier si le log est encore là, et puis de réessayer. Donc voilà les inconvénients. Et si on est prêt à sacrifier un petit peu plus d'espace disque, moi je vous propose un protocole un peu différent, qui est basé sur Link aussi. Donc l'idée c'est qu'au lieu de considérer qu'on va modifier directement le fichier, on va considérer que le fichier est immutable et que chaque modification va créer une nouvelle version du fichier. Donc typiquement ça veut dire que les readers, donc voilà, je vais avoir mes versions successives, file.1, file.2, file.3, voilà. Mes readers c'est très simple, ils ont juste à faire un ls et à regarder quel est le numéro de version le plus haut, et à lire depuis ce fichier. Mes writers, pour créer une nouvelle version, c'est assez simple aussi. Donc, supposons que voilà, la version initiale c'est file.1, moi je suis un writer, je veux faire une modification à l'écrire dans file.2. Donc je commence par lire le contenu file.1, je commence à faire ma modification, je l'écris dans un fichier temporaire avec un nom unique. Donc là, avec aucun autre nom existant. Une fois que j'ai fini, j'essaye de faire un link, un hard link sur file.2. Soit je réussis, très bien. Soit je ne réussis pas, ça veut dire que quelqu'un a écrit file.2 à ma place. En fait, quelqu'un, pendant que je travaillais, a fait une modification sous mes pieds et a écrit la deuxième version du fichier file.2. Auquel cas, eh bien, je peux réessayer en relisant directement cette nouvelle version file.2, en réécrivant dans le fichier temporel, en essayant à nouveau de linker vers file.3, etc., jusqu'à ce que j'y arrive. Donc là, on a en quelque sorte supprimé les deux inconvénients précédents, parce que on n'a plus besoin de poler pour savoir si un fichier de log potentiel a disparu, non. Si on voit si on constate que quelqu'un nous a battu, a réussi à écrire la nouvelle version avant nous, eh bien, on peut réessayer tout de suite avec la version qu'il vient d'écrire, réappliquer nos modifications, réessayer de link. Et puis si un process meurt, soit il a réussi à link et la question ne se pose pas, soit il n'a pas réussi, et au pire, il reste un fichier temporaire qui pourrait être cleané de façon asynchrone un peu plus tard, organisé sur des heuristiques comme le constant. Voilà. Alors, maintenant, si je voulais écrire une API en Rust qui implémenterait ce protocole, comment je m'y prendrais? Donc, je pense que de façon générale, quand on écrit des API qui manipulent des fichiers en Rust, il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit. La première, c'est que les fichiers en Rust interagissent d'une façon un peu bizarre avec le système de type. En quelque sorte, ils échappent au système de type, un peu comme des pointeurs raw, des pointeurs bruts qu'on utiliserait quand on écrit du code safe. La deuxième chose, c'est que donc, les fichiers, c'est quand même, ce sont des objets compliqués, ce sont des objets bas niveau, et finalement, en fait, les gens s'en fichent des fichiers. Ce qui les intéresse, c'est le contenu des fichiers. Donc, je pense qu'en construisant des couches d'abstraction successives, ce qui est important, c'est que la dernière couche d'abstraction ne parle plus de fichiers, ou quasiment plus, parle uniquement du contenu. Donc, je vais m'attarder un peu sur le premier point. Qu'est-ce que j'entends quand je parle des interactions entre le fichier et le système de type? Donc, en Rust, vous le savez, il y a des règles d'aliasing très strictes. Typiquement, une seule référence mutable peut exister à la fois dans le programme, et il ne peut pas coexister une référence mutable et des références non mutables vers un même objet. Donc c'est un moyen à la fois d'éviter les bugs d'aliasing typiques qu'on a en C++, mais aussi d'éviter les race conditions, parce que si tout se fait à travers de références non mutables, par exemple, on sait qu'on ne peut pas muter les objets, sauf s'ils sont derrière
des wrappers spéciaux tels que Mutex, etc., qui autorisent la mutabilité intérieure. Les fichiers, finalement, c'est un peu tout le contraire, parce que n'importe qui peut les ouvrir à n'importe quel endroit dans un process séparé. Quelqu'un peut dupliquer un file descriptor et recréer un fichier avec, et faire des accès concurrents aux vôtres sans que vous le sachiez. Voilà, un autre process peut écrire dans un fichier pendant que vous êtes en train de le lire, et personne ne lui dira rien. Et on pourrait se dire que, par exemple, Rust pourrait essayer de fixer ça en disant, par exemple, on ne peut faire de l'IO que sur une référence mutable sur un fichier. Voilà, on pourrait se dire comme ça empêche les gens de faire des accès concurrents à un même fichier. Ce serait dans l'esprit de Rust, on va dire. Mais en fait, ce serait une fausse sécurité parce que je peux toujours dupliquer mon file descriptor, créer un nouveau file avec, et là j'ai un objet complètement indépendant qui n'est plus du tout une référence vers mon objet file initial et sur lequel je peux continuer à faire des opérations. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est unsafe au sens du Rust unsafe, c'est-à-dire d'éviter la corruption mémoire et plus généralement les undefined behavior. En fait, non, c'est pas unsafe parce que quand il y a deux process qui écrivent en même temps dans un fichier, ou deux threads, en fait, c'est le kernel qui va synchroniser les accès finalement. Il va les synchroniser de façon assez grossière, ce qui fait qu'on n'est jamais trop sûr du résultat qu'il va y avoir à l'intérieur du fichier, mais ça va pas changer de manière, ça va pas entraîner de miscompilation ou changer l'exécution du programme d'une manière qui n'est pas possible, ou bien créer de kernel panique ou de trucs comme ça. Donc, dans ce sens, ce n'est pas unsafe au sens Rust unsafe. À vrai dire, même donc, en Rust, il y a un trait qui s'appelle FromRowFD qui permet, à partir d'un file descriptor brut, de créer un objet file. Cette fonction est marquée unsafe, par exemple, mais en fait, quand on regarde de plus près, par exemple, si je prends un file descriptor donné, un file descriptor brut que je viens d'obtenir, et que je crée deux objets files sur ce même file descriptor avec FromRowFD, qu'est-ce qui va se passer quand mon premier objet file va être droppé, le destructeur va tourner, ça va close mon premier file descriptor, enfin mon file descriptor tout court, unique justement, qui est partagé entre les deux, très bien. Quand le deuxième quand mon deuxième objet file va être droppé, je vais réappeler close sur le file descriptor et j'aurai une erreur. Voilà, il ne va rien se passer de grave en fait. Et pareil, si je file un file descriptor invalide, le kernel me renverra une erreur à un moment ou à un autre, mais je ne vais pas corrompre ma mémoire, je ne vais pas modifier l'exécution du programme de manière bizarre. Et en fait, la raison pour laquelle FromRowFD est unsafe, c'est que à l'époque, quand on a créé l'API, en fait, on ne comprenait pas trop pourquoi, si ça devait être unsafe ou pas, mais on s'est dit, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe si on donne des files descriptors invalides, on va dire que c'est unsafe. Comme on ne comprenait pas trop, d'ailleurs, ça fait qu'il y a des gens ensuite qui se sont mis à utiliser les files descriptors de manière un petit peu trop libérale, y compris dans des crates très utilisés, typiquement le crate Nix, qui est très pratique, qui encapsule plusieurs API Linux de manière safe. Voilà, il utilise les files descriptors de manière un petit peu trop libérale. Et en fait, on s'en est rendu compte que bien plus tard, je pense que c'était l'an dernier, que en fait, le fait que FromRowFD soit unsafe, ça permettait de créer des wrappers safe autour de mmap, par exemple, de mmap sur des régions de mémoire anonyme. Et en fait, on s'est rendu compte que si FromRowFD n'était pas unsafe, alors il n'était pas possible de créer une API safe autour d'un mmap anonyme, et inversement. Mais voilà, c'était pas pour les bonnes raisons qu'on a marqué ça unsafe, et ça fait que les gens n'ont pas forcément eu une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les files descriptors, etc., ce qui a donné l'utilisation un petit peu trop libérale qu'il y a dans Nix, et qui va devoir, Nix devront probablement, une fois que la RFC que je cite sera publiée, Nix devra probablement publier une version Unbreaking Change pour ces raisons-là, pour fixer les problèmes qui existent. Cependant, donc même si ce n'est pas unsafe en termes de memory safety, ce sont les mêmes problèmes que Rust essaie de résoudre, c'est-à-dire d'empêcher les data races. D'une part parce que sur la vraie mémoire, ça peut causer des problèmes de corruption de mémoire ou de miscompilation, mais aussi surtout parce que c'est facile d'avoir des bugs quand on ne synchronise pas ces accès, ou quand on n'a pas des choses fortes comme le compilateur qui nous empêchent de créer des accès concurrents non synchronisés.
Donc, si je prends mon exemple de mon TMP, de mon fichier temporaire de tout à l'heure, si je veux résoudre mon problème, par exemple, moi, mon but à la fin, c'est que les versions successives que je crée deviennent immutables. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse continuer à écrire dans le fichier une fois que quelqu'un a réussi à linker sur une nouvelle version du fichier. Parce que sinon, ça veut dire que mes readers peuvent observer des updates partiels, par exemple, ce dont je n'ai pas envie. Donc comment je fais ça? Eh bien, j'utilise l'encapsulation. Donc là, j'ai mis un exemple d'une implémentation d'un fichier temporaire. Mon fichier temporaire, donc voilà, je l'appelle creating pour le créer. Et en fait, je masque à la fois le chemin et le fichier à l'utilisateur, de sorte que personne ne peut deviner le chemin parce que je l'ai choisi de manière randomisée. Donc personne ne peut ouvrir mon fichier par ailleurs et créer une nouvelle référence vers mon fichier sous-jacent. Personne n'a accès au fichier interne de mon TMP file non plus parce que j'ai réimplémenté les traits read et write sur mon TMP file de sorte que tout le monde est obligé de passer par ces traits, ne peut pas accéder directement au fichier. Donc on ne peut pas non plus cloner le file descriptor ou faire des trucs bizarres pour récupérer le file descriptor et réouvrir le fichier. Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? J'ai gagné que maintenant tous les accès à mon fichier temporaire doivent être faits via ce TMP file. Il est impossible d'accéder en écriture ou en lecture au fichier sous-jacent d'une autre façon qu'en accédant à l'objet TMP file que j'ai créé avec creating. Sachant que ce TMP file lui-même référence lui-même un chemin unique puisque randomisé. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que j'y gagne à faire tout ça? Et bien c'est là que maintenant j'ai réussi à encapsuler tout ça et à éliminer finalement tous les moyens détournés qui permettent d'aliaser le fichier. Et bien je peux me servir du système d'aliasing de Rust pour empêcher aussi d'aliaser l'objet, un objet de type TMP file lui-même. Et comment je peux faire ça par exemple? Donc là j'ai l'exemple d'une fonction qui s'apprête à linker mon fichier temporaire vers son chemin définitif. Eh bien je peux transférer le ownership de mon TMP file dans la fonction linkTo. Donc les règles d'aliasing de Rust font que plus personne, à partir de ce moment-là, plus personne ne peut avoir de référence sur mon TMP file. Parce que j'ai transféré l'ownership, j'ai fait un move. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Il suffit que je fasse que toutes les modifications qui étaient encore en vol, qui n'avaient pas été synchronisées sur le disque par l'OS, soient effectuées. Donc c'est ce que je fais en appelant SyncData. Et à partir de ça, je sais que plus personne ne peut modifier mon fichier temporaire. Et donc si je le link, il devient parfaitement immutable. Donc les readers ne peuvent plus jamais observer d'update de ce fichier. Voilà. Pour la solution un peu générale au problème, donc moi je trouvais que l'approche essayer de créer la nouvelle version en comparant ce qu'on pense être la version actuelle, essayer de créer le numéro de version plus 1 et si on n'y arrive pas on essaye. Voilà, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à quand on fait des compare and swap, compare exchange avec des atomiques. Donc voilà, j'ai appelé l'abstraction de mon fichier atomic file qui en fait abstrait des versions successives, il n'y a pas qu'un seul fichier comme je l'ai dit. Dessus du coup c'est un peu comme un atomique, j'ai une méthode load qui charge la dernière version, ou en tout cas ce qu'on pense être la dernière version à un instant T, on ne peut jamais en être sûr évidemment. Je rajoute une petite encapsulation supplémentaire qui se rappelle du numéro de version, parce que je vais m'en servir quand je vais créer mon link, il va bien falloir que je crée le numéro de version plus 1, donc d'une part il faut que je me rappelle de mon numéro de version, et d'autre part surtout il ne faut pas que je puisse inventer des versions, il ne faut pas que je dise ah oui mais je pensais que la version c'était la version 36, alors qu'on était la version 21, parce que si je dis ça, si je suis capable de dire oui je pense que la version actuelle c'est la version 36 et que j'essaie de créer la version 37, bah, je vais réussir en fait, je vais réussir alors que c'est pas la bonne version successive. Donc, encore une fois, ici, l'encapsulation permet, comme le seul moyen d'avoir un read-only file, c'est de l'obtenir via un load, ça m'empêche d'inventer des numéros de version, en quelque sorte. Et du coup, mon opération compare and swap, qui, elle, va faire le link, va essayer de faire le link, elle prend en argument un read-only file, d'une part, et un TMP file que je m'apprête à linker d'autre part. Et pour la signature de la fonction, du coup, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, et qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les règles d'aliasing de Rust.
Donc, pour Self, c'est assez simple. Finalement, mon but, c'est de créer un fichier que je peux accéder de façon concurrente, même par des process différents. Donc, évidemment que Self va être pris par référence non mutable. Read-only file, c'est juste, ça contient juste le numéro de version et le chemin. Pas de raison qu'on ne puisse pas le réutiliser. Enfin, en fait, d'ailleurs, read-only file, il va y avoir plein de versions de read-only file. L'objet de read-only file va être dupliqué plusieurs fois, en fait. Parce que si plusieurs personnes différentes travaillent sur la même version du fichier, sont en train de créer une modification qui va travailler sur la même version du fichier, ils vont avoir le même read-only file logique. Donc pareil, pas de raison de limiter l'accès, donc ce sera aussi une référence mutable. Et puis, pour le TMP file, j'ai déjà vendu la mèche tout à l'heure. Si on le prend par valeur, donc si on transfère son ownership dans la fonction, eh bien, on a toutes les garanties précédentes que j'avais évoquées. Voilà. J'ai dit un dernier truc, j'ai dit que à la fin, les API finales, idéalement, elles devaient faire abstraction des fichiers, elles ne devaient parler que des données. Donc là, mon API d'avant, elle était quand même encore un petit peu bas niveau, c'est-à-dire que déjà, elle parle toujours de fichiers, il y a file dans le nom, et en plus, il faut gérer soi-même la boucle. Voilà, c'est si j'arrive pas à faire mon compare swap, eh bien je recommence, etc., jusqu'à ce que j'y arrive, et à chaque fois, je dois écrire les données dans un fichier temporaire, sérialiser mes données, etc. Voilà, ce qui est un petit peu difficile à faire. Donc moi je propose encore une API un petit peu plus haut niveau qui va faire la boucle à ma place et qui prend en argument une fonction qui va modifier le contenu du fichier. Donc par exemple je peux voir le fichier comme une slice de 8 hein, et donc la fonction que l'utilisateur passe, elle prend en argument le contenu du fichier et elle retourne un nouveau contenu, et c'est la fonction modify qui s'occupera de faire la sérialisation et de faire la boucle. Et si je veux faire un truc encore plus rusty, eh bien, je peux même prendre un objet sérialisable JSON, et si mon fichier par exemple c'est un fichier JSON, et voilà, et manipuler carrément un T directement dans ma closure hop, et puis faire en sorte que Modify JSON fasse la sérialisation mieux. Voilà, donc voilà, je fais un micro-exemple de ce que ça donnait avec Modify JSON, qui est que là j'ai ma structure. Et puis vous voyez ici Modify JSON, en fait je modifie directement un objet de type foo, et à aucun moment je ne parle de fichier. Et puis à la fin je peux vérifier que, donc là j'ai deux threads en parallèle qui incrémentent un compteur en même temps, et je peux vérifier qu'à chaque exécution de mon programme, mon compteur sera bien égal à 1 modulo 2. Je fais toujours deux incrémentations, là que ça commence à 0, donc 0, 1, puis 2, 3, puis 4, 5, etc. Voilà, ça sera tout pour moi. On a un peu débordé sur le timing, mais on a quand même quelques minutes, 2-3 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'audience? Oui, monsieur, devant. Est-ce qu'il y a, avec votre système de lock, il y a un moyen d'éviter que ce soit toujours les mêmes qui ont accès au lock? A priori, non, il n'y a pas de moyen d'éviter, donc c'est un lock qui n'est pas faire en effet. Il y a possibilité de famine. Après, l'idée c'est que normalement, si tu commences à sortir à des fichiers de lock, tes updates sont censés être relativement basse fréquence. Il y a peu de chances, déjà il y a peu de chances de base que deux personnes essaient de créer une version en même temps, mais surtout en effet, quand tu te fais bloquer, il y a une forte chance que tu réussisses à faire approcher. Mais a priori, c'est tout à fait possible qu'il y ait un process qui soit en famine, en effet, qui n'arrive jamais à obtenir un lock. Dans ce cas, il faut s'assurer que son workload fasse que ce cas ne soit que théorique. Parce qu'on est d'accord, by design, finalement, ça ne gère pas la forte concurrence sur le fichier, parce qu'il y aura beaucoup de déchets. Exactement, mais exactement. En fait, voilà, c'est pareil pour le. Enfin, finalement, c'est pareil avec tous les locks qui n'ont pas de mécanisme de fairness. Si tu as une forte concurrence, tu as un fort risque d'avoir une famille. J'avais vu une autre question, oui. Moi, c'est plus une question par rapport à l'usage de SQL et Linux. Tu as regardé Rename? J'ai regardé quoi, pardon? Est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu plus fort? Est-ce que tu as regardé Rename? Alors, oui, mais Rename, qu'est-ce qui se passe?
Donc alors, j'ai mon fichier file, ok. J'écris mes modifications dans un fichier temporaire, disons, appelons-le A. Il y a une autre personne, elle écrit aussi ses modifications dans un fichier temporaire B. Je fais mon rename de A vers file, et que juste derrière B fait son rename de A vers file, bah, potentiellement j'ai perdu mes modifications parce qu'il n'en a pas tenu compte. Tu vois? Je pars du principe que file n'existe pas et que tu as un file qui dit ce que le fichier a été créé Non, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je pense que ce que tu dis n'est pas possible. Parce que sinon, en effet, les gens ne feraient pas des log files. Mais l'idée, c'est que s'il y a deux renames qui sont en même temps sur le même fichier, potentiellement, tu as perdu une update. Et pareil, si tu fais deux renames qui sont en même temps sur le même file, sur le même numéro de version, par exemple, plutôt qu'un link, eh bien, potentiellement, voilà, tu n'as pas forcément moyen de savoir qui était le premier à avoir réussi à faire le rename. Rename ne dit pas si tu avais déjà un... D'accord. Et si tu penses que ça marche à la place de link, pourquoi pas? Pourquoi pas?